Bonjour à tous, je suis docteur en psychologie, psychologue clinicienne et chercheur à l'université d'Aix-Marseille en collaboration avec eux. Mes recherches sont sur l'évaluation des mécanismes autistiques et l'évolution de la psychothérapie. J'ai un poster en bas d'affiché si ça vous intéresse, à la place 82. Donc je vais vous parler de ma pratique de supervision des équipes en tant que psychologue clinicienne et spécialiste du groupe. Et cela m'a amené à m'intéresser à la dynamique du groupe de TP, au travers de ces notions d'effet de groupe et en prenant appui sur les témoignages des soignants qui le pratiquent et des patients qui en bénéficient. Alors, voici comment les soignants me définissent un groupe de TP. C'est un programme qui comprend 10 séances d'1 heure et demie proposées à une dizaine de malades stabilisés qui viendront régulièrement. Chaque séance est constituée d'un temps d'information très formel et proscrit les échanges, puis une discussion où l'animateur intègre le cercle des participants et forme un groupe de parole thématique sur le sujet évoqué qui fait apparaître le vécu de chacun sur ses troubles. Les soignants se questionnent sur l'asymétrie entre le premier et le deuxième temps pour l'animateur, qui passe d'une position de toute puissance, de celui qui sait, de professeur, à celui qui ne sait pas lorsqu'il entre dans le groupe et tente de faire copain-copain, comme disent certains patients. Une méfiance à son égard se crée, alors souvent qui peut constituer les prémices d'une position de bouc émissaire. Du côté des patients, que je suis en entretien, les séances sont révélatrices sur la manière dont ils considèrent leurs troubles et de la place qu'ils donnent à ce groupe. Certains sont choqués de voir les vidéos car ils estiment n'avoir aucune ressemblance avec ces personnes qui sont vraiment folles. Ils ne pensent pas qu'ils sont différents et sont portés à mettre en doute la sincérité des soignants qui les amènent à ces drôles de séances. Les informations diffusées sont tellement loin de leur réalité interne qu'ils n'en comprennent pas l'utilité. Pour d'autres, se crée une nouvelle identité. Ils peuvent avoir enfin une identité par rapport à leurs problématiques. D'autres font semblant d'être intéressés pour passer le temps, comme ils disent. Une méta-analyse montre pourtant que le TP fonctionne. Pourquoi ? Ce n'est pas dû par rapport à l'éducatif, mais quelque chose qui est efficient par rapport au groupe. Donc, je pense que l'efficience est due à l'effet de groupe, tant par le partage d'un vécu que par l'effet de soutien et de relance des processus psychiques, comme je le vois dans le cadre des psychodrames que je pratique. Les effets structurants de la mise en groupe agissent sur chaque patient. Ainsi, ce qui marche dans le TP, c'est l'effet de groupe, effet décrit par Bion dans les années 50, Anzieux et KS depuis les années 60. Le TP joue donc un rôle d'objet médiateur entre soignants et soignés, comme le fait le groupe. Un de plus, me diriez-vous, car les objets médiateurs en psychiatrie ne datent pas d'hier. Ils y sont présents depuis des décennies. Alors, qu'est-ce qu'un groupe ? Dans les langues anciennes, il n'y a pas de mot pour définir une réunion de personnes en groupe, ayant un même but. Le mot vient de l'italien gruppo, qui désigne, dans les beaux-arts du XIIIe siècle, plusieurs individus, peints ou sculptés formant un sujet. Le terme récent en français fut introduit par Molière en parlant du travail de son ami artiste Mansart. Le mot se répand dans la langue ensuite pour désigner un assemblage d'éléments, une catégorie d'êtres ou d'objets. Et ce n'est qu'au XVIIIe qu'il désigne une réunion de personnes. Les études sur le groupe débutent avec Fourier et le phalanstère au XVIIIe. Aux USA, Tocqueville, au XIXe siècle, participera à la naissance de la dynamique des groupes avec ses études sur les Quakers, groupe démocratique à l'origine de l'idéologie américaine. Le XXe siècle foisonne d'études, depuis Taylor et sa taylorisation industrielle, qui considérait l'humain comme un outil. Durkheim, avec la conscience collective, fonde l'école de sociologie française. Puis, il donne les bases du groupe qui seront reprises par la psychologie expérimentale américaine dans les années 30, qui les scientifiseront avec le psychiatre Moreno, créateur du psychodrame en 23, de la sociométrie en 34 et autres jeux de rôle. Freud aussi en 21 montre le mécanisme de la double identification entre les membres du groupe, au chef comme un idéal commun. Au début des années 30, Maillot évalue avec son équipe l'impact des conditions de travail sur la productivité industrielle.
qui est le statut que le groupe expérimental a acquis par le fait d'être observé, contrairement aux autres ouvriers. Kurt Lewin reprend les études de Fourier dans les années 40 et fonde, lui, la dynamique de groupe, terme emprunté à la physique d'Einstein, c'est-à-dire qu'il met en avant le jeu des interdépendances entre les membres d'un groupe restreint entre eux, c'est-à-dire entre 4 et 20 personnes. La dynamique de groupe considère que les facteurs qui constituent une réalité sociale ne doivent pas être étudiés isolément, mais dans leurs relations mutuelles. C'est une perspective nouvelle du groupe, où l'essence ne réside pas dans la similitude ou la dissemblance de ses membres, mais dans leur interdépendance. Un changement dans l'état d'une des parties change l'état de toutes les autres parties. Le champ de force du groupe comprend alors les membres, leur statut, leur rôle, leurs valeurs et les normes établies par le groupe et pour le groupe. L'interaction entre les différents champs tend vers un équilibre. Il faut distinguer les rôles relatifs à la tâche du groupe, c'est-à-dire à son système externe, et les rôles à fonction socio-émotionnelle, relatifs au système interne. Il sera le premier à étudier la fonction de leader dans le groupe. Les méthodes d'analyse de groupe se développent en Europe dans les années 50 avec Fulks, l'allemand, et le britannique Bion, avec l'idée d'un groupe comme un tout, une entité relevant de la mise en commun des différentes psychés composant ce tout. Suivent Anzieux avec l'illusion groupale, qui est un état psychique collectif où chaque membre a le sentiment d'être dans un bon groupe uni dans lequel il est agréable de vivre et qui se construit sur 3 phénomènes. Un membre du groupe occupe la place de bouc émissaire. La différence, comme le sexe et les générations, sont niées et l'origine est attribuée à un auto-engendrement groupal. Lorsque ces conditions sont requises, alors nous avons une illusion groupale. Pour finir, KS détermine l'appareil psychique groupal et son fonctionnement propre avec le pacte des négatifs, les alliances inconscientes et les fonctions phoriques. L'appareil psychique groupal est un processus qui permet la création de contenants pour les contenus psychiques des membres, leurs groupes internes, qui sont l'image du corps, les imagos, etc. L'appareil psychique groupal forme, transforme et lie la réalité psychique entre les membres pour produire, contenir, lier, transformer et traiter la réalité psychique spécifique au groupe. Il se développe à partir de l'imosomorphie, qui est le pôle imaginaire, narcissique et différencié des membres, vers un pôle homomorphique, c'est-à-dire une individualisation possible des membres. Ensuite, nous avons le pacte des négatifs, qui est un refoulement collectif, par exemple des pulsions agressives, des pulsions sexuelles, mais aussi de la polarité organisatrice, impliquant, par exemple, des investissements mutuels d'idéaux et de croyances. Les fonctions phoriques sont des fonctions assignées inconsciemment à chaque membre du groupe qui en est le porte-parole, le porte-rêve, le porte-symptôme ou le porte-mort, c'est le thanatophore de Diète, le leader, le bouc émissaire, etc. La place de bouc émissaire est donc nécessaire dans chaque groupe, car elle concentre les projections négatives des autres et permet de tenir ensemble en le mettant à la périphérie quasi extérieure du groupe. Ce que je viens de vous définir s'appelle les alliances inconscientes. Un groupe se crée donc à partir de 3-4 personnes. Il est appelé groupe restreint jusqu'à moins de 20 personnes. Il a un fonctionnement très spécifique. Et il semblerait que le groupe de TP soit régi par les lois de cette forme de groupe, en opposition aux autres comme la foule, la bande, le groupe secondaire formé par les institutions. Alors, le groupe de TP est-il un groupe restreint ? Chaque membre, il y a une perception individuelle de chacun, des autres membres, avec de nombreux échanges interindividuels. Les mêmes buts sont poursuivis en commun et de façon active. Les relations affectives y sont intenses, créant des sous-groupes d'affinité. Il y a une forte dépendance des membres. Il y émerge des moments de solidarité, des réunions et des actions communes. Il a une constitution de croyances, de normes, de signaux et de rites. Il est le symbole d'une coopération en face à face, d'égal à égal, avec une certaine fusion, de sorte que la vie commune et le but du groupe deviennent la vie et le but de chacun, tout en y gardant sa personnalité.
Le groupe restreint est aussi un groupe primaire, comme l'est la famille par exemple. Il apporte alors à l'individu son expérience la plus primitive et la plus complète de l'unité sociale. Il est source de vie pour les individus. Laurence, il va vous rester 5 minutes. OK. Le groupe se développe toujours sur le même modèle et il semblerait que le groupe de TP ait le même cadre que le groupe restreint et le groupe familial. Au niveau du développement du groupe, nous avons plusieurs temps et il semblerait que ce groupe de TP puisse avoir les 2 premiers temps, c'est-à-dire il émerge du temps de discussion, la place de bouc émissaire, qui est souvent prise ou assignée à l'animateur et qui est d'emblée ici portée sur lui, qui a un côté persécutif par son discours informatif. J'entends dire, il est pénible avec ses idées, ou on ne peut même pas lui parler. Ainsi, la fonction phorique que le premier temps lui fait porter est celle qui le prédispose à être un bouc émissaire, première condition à l'illusion groupale. Alors, le groupe de TP est-il un groupe thérapeutique ? Lorsque les patients trouvent ce groupe de TP sympathique et que l'animateur devient bouc émissaire à cause de la symétrie, alors nous pouvons dire que le groupe de discussion est en train de s'organiser comme groupe restreint et nous constatons l'émergence d'une illusion groupale. Dans la théorie, il est dit que pour que le groupe émerge et se développe, il est primordial d'avoir un cadre régulier. Ainsi, le cadre de TP correspond au cadre des séances de groupe et nous allons avoir les mêmes effets, donc les mêmes conséquences, c'est-à-dire un développement de la personnalité et de la socialisation des participants qui vont s'étayer sur le groupe, non pas, comme il a été dit, sur les informations par rapport à leurs troubles, mais sur les autres. Et nous le savons depuis les travaux de Bion, KS et Anzieux, l'un des bénéfices d'être en groupe est la restructuration des processus et mécanismes psychiques vers un mieux-être, non seulement sur soi, mais pour son propre développement, et voir à ce propos toute la littérature sur le psychodrame. Il y a aussi une restructuration en fonction du lien social, vers une meilleure socialisation et par le fait de partager son intérieur avec plus d'un autre. On comprend mieux maintenant pourquoi certains patients aiment venir dans ces groupes et laissent dire les informations à l'animateur en attendant le moment de la discussion, qui est en fait cette mise en groupe, alors oserait-on dire thérapeutique. Dans ma pratique, j'observe que ce temps groupal est très prisé dans les services de psychiatrie où la clinique et les temps de réflexion ont disparu. En fait, au travers de l'ETP, les institutions de la santé redécouvrent la psychologie clinique et les théories de groupe qui sont pour l'instant malmenées. La question de comment accorder la dynamique complexe du groupe et des patients souffrant de psychose schizophrénique. Le problème fondamental est le déni de la pathologie. Faire alliance avec le patient, c'est ce que disait Bion en disant qu'il faisait alliance avec la part névrosée chez la personnalité psychotique. Et cette phrase m'interpelle. Faire alliance avec la part névrosée de la personnalité psychotique. Nous avons Tustin qui parle aussi, pour les états autistiques, de défense autistique chez le névrosé. Ou Mélanie Klein qui parle de position schizoparanoïde à la position dépressive. Alors, tous ces auteurs ne sont pas issus du courant structuraliste, mais posent une question fondamentale qui est « y aurait-il un continuum intrapsychique entre les pathologies ?» La psyché, c'est-à-dire l'intégralité des manifestations conscientes et inconscientes de l'intellect, comprend en son sein plusieurs traits, plusieurs noyaux, traits sémiologiques de différentes pathologies ou problématiques. Il s'agit de la théorie des noyaux où, effectivement, il peut y avoir un continuum au niveau d'autres pathologies. J'évoque ceci aujourd'hui avec vous, car j'ai maintes fois observé ce chevauchement de pathologies, ce continuum en psychiatrie. Et dans l'ETP, il me semble que la première partie fait alliance avec la part névrosée chez le psychotique. Et le temps de discussion permet d'exprimer la pathologie et de pouvoir trouver un intérêt. Pour conclure, l'intérêt de ce groupe particulier est d'allier des courants qui sont aujourd'hui encore beaucoup trop séparés, comme la cognitive, la psychologie clinique et l'éducation. Il serait temps de prendre conscience que nous devons marcher main dans la main pour éviter certains malentendus. On ne peut pas rééduquer quelqu'un qui délire, comme le dira aussi Florent Poupart, qui interviendra dans la 4e table ronde. Il serait judicieux de former l'animateur aux effets de groupe afin que le groupe de TP puisse exprimer toute la richesse dont il est porteur.
L'intérêt en ETP, en premier, c'est le groupe, la relation humaine et la parole, et non pas l'information. Les patients n'ont peut-être pas tort lorsqu'ils disent se trouver moins fous que ce qu'ils voient dans les vidéos. Je vous remercie de votre attention.